Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi la moto? Parce que la moto donne des avantages d'une certaine modernité. Qu'est-ce que je fais là? Que faire? Que faire? Pourquoi partir? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Pourquoi marcher? Pourquoi marcher? Pourquoi marcher? Pourquoi marcher? Qu'est-ce que je fais là? Que faire? Que faire? Pourquoi partir? Pourquoi partir? Pourquoi partir? Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que je parlais des voyages, les pratiques extrêmes entre le Qu'est-ce que je général a quand même beaucoup de sens. Qu'est-ce que je mettre en danger, on en retire une intensité, Qu'est-ce que je quelque chose d'avis. Là, en l'occurrence, on va arriver sur le tour du pouce et vous allez voir un peu. Qu'est-ce que je Ah bah, c'est assez rassurant. Qu'est-ce que je Alors voilà, j'aime de temps en temps aller voir Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je et comme je me demandais l'idée d'un Qu'est-ce que C'est-à-dire que l'enfance et l'adolescence consistent finalement à aller explorer le musée littéraire, et historique de tous les mythes du voyage. L'exploration, les grandes batailles, les grandes conquêtes alpines, par exemple, maritimes. Et tout d'un coup, vous apercevez que le temps a passé dans vos bibliothèques à lire les livres et à vous imprégner de toute cette mythographie extraordinaire, et que vous n'avez toujours pas rejoint la bande de Robin des Bois dans la forêt de Cherbourg, et que le temps a passé. Alors il faut bien faire quelque chose. Et dans ce cas-là, vous montez sur vos motos et vous vous inventez une vie, une théâtralisation de la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle ça une esthétique de la bécane, qui vous permet sur les pistes du monde de vous imaginer. Enfin, c'est-à-dire, en fait, moi j'ai cultivé mon âme d'enfant en la mettant dans la vodka et dans du schnapps, qui a permis évidemment de la faire accepter, et en enfourchant des motocyclettes pour m'imaginer vivre des grands mythes dont je sais parfaitement qu'ils sont tout à fait théâtraux. Qu'est-ce que je Que faire? Que faire? Quand le corps martèle là jusqu'à l'obsession, mantra de l'angoisse, que faire? Que faire? Qu'est-ce que je Je lui réponds partir. 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 Pour le calmer. Partir. Pour
refroidir les chaudières intérieures pour échapper au désespoir. Partir, 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 n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde, suggère Baudelaire, terrassé par l'ennui. Et on répugne à se l'avouer parce qu'on cherche toujours à trouver à ses actes de noble justification, mais voyager revient à prendre ses jambes à son cou. Pour échapper à la prison des habitudes, rien de plus. Fuir là-bas, fuir, mais se guérir du spleen. Dissoudre sa mélancolie dans le bain du monde. Pour changer de peau. Dans les romans du cycle arthurien, le chevalier traverse une forêt. Alors il se bat, il se perd, il s'épuise, il se désoriente, il se reprend, il se remet en route et il s'opiniâtre. Et lorsqu'il débouche du bois, il n'est plus le même. La traversée l'a transformé. Pour ceux qui craignent de tourner en rond, il y a la solution de s'engouffrer droit devant soi, de se jeter à l'aventure et de trouver la paix en battant les chemins. Marcher, 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 marcher sans but est un objectif. Hein? Pourquoi marcher? Parce que c'est la moindre des choses quand on est un humain. Parce que bientôt nous devrons nous y remettre. Parce que ça me donne des idées. Marcher devient liturgie quand on a l'immensité pour Dieu. Pourquoi marcher? Pour demeurer maigre et me réconcilier avec la nature. Pourquoi marcher? Pour ralentir le temps. Pourquoi marcher? Parce que ça ne laisse pas de traces. Parce que c'est romantique. Parce que je ne sais pas faire autrement. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne suis bon qu'à ça. Et parce que l'évolution m'a doté de 2 jambes dans lesquelles déjà, à force d'être resté assis à écrire ce qui précède, je sens gagner les fourmis. J'ai une conscience de classe, non pas sociale, mais zoologique. Et je me sens assez profondément mammifère. Le voyageur est celui qui a pris conscience un jour devant une glace qu'il était un animal, qu'il avait des jambes, et que ces jambes-là, l'évolution ne l'en avait point doté pour qu'il passât son existence entière le cul dans un fauteuil. Le propre du voyageur est de répondre à l'appel de la route, de la mer, de la forêt, sans se demander pourquoi il le fait. À trop réfléchir au pourquoi il le fait, on néglige de boucler son sac. À trop se sonder l'âme, on n'ouvre plus les yeux. À trop foyer, c'est pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait, on oublie que l'action est une bénédiction. Sandra, à qui on demandait pourquoi il le fait, répondait « parce que ». Le monde serait triste s'il y avait des pourquoi il le fait à toute chose. Donc, parfois, j'ai envie de me jeter dans mes valises. Lorsque j'y pense, aux rages. Lorsque j'y pense, aux fureurs. Lorsque je pense à cette étroitesse de ma vie, pleine de désirs, subitement, trépidamment, extra-orbitalement, surgit en moi sifflant, sibilant, vertigineux, le rude, sombre et sadique de la stridente vie maritime. Fous le camp, fous le camp, allez, fous le camp d'ici, fous le camp! Je veux partir avec vous. Je veux partir avec vous. En même temps avec vous tous. Partout où vous êtes allés. Je veux affronter de front vos périls. Sans
sentir sur mon visage les vents qui ont ridé les vôtres, recracher de mes lèvres le sel des mers qui ont embrassé les vôtres, prêter mon bras à vos manœuvres, partager vos tempêtes, comme vous arrivez enfin en des ports extraordinaires, et fuir avec vous la civilisation, perdre avec vous la notion de morale, sentir se transformer au large mon humanité, et boire avec vous, boire avec vous, dans des mers du sud, de nouvelles sauvageries, de nouvelles révoltes de l'âme, de nouveaux feux centraux dans mon esprit volcanique, partir avec vous, me défaire de moi, partir avec vous, me défaire de moi, comme vous arrivez enfin en des ports extraordinaires, et fuir avec vous la civilisation, perdre avec vous la notion de morale, sentir se transformer au large mon humanité, et boire avec vous, boire avec vous dans des mers du sud, de nouvelles sauvageries, de nouvelles révoltes de l'âme, de nouveaux feux centraux dans mon esprit volcanique, partir avec vous, me défaire de moi, partir avec vous et me défaire de moi, de mon habit de civilisé, de mes façons doucereuses, de ma peur innée des prisons, de ma vie pacifique, de ma vie assise, statique, réglée et corrigée. Pourquoi partir si c'est pour faire le tour de soi? La mosaïque du monde est riche de tant de carrés. Comment perdre du temps sur son misérable tas de secrets intérieurs? Il y a tellement d'agitation le long du chemin, tant de nuances sur les visages, tant de grandeur drapée dans le pli des versants pour qu'on garde les yeux en dedans de soi. Partir des caps. Partir des caps. On usera du monde, de son étrangeté, de ses beautés, comme du papier de verre. En route, c'est la mue. Et si on voyage pour vérifier que le monde ressemble à ce que l'on imaginait, et si l'on revient semblable à celui qu'on était, pourquoi faire sa valise? Pourquoi faire sa valise? Mieux vaut s'y jeter, lâcher dada, lâchez votre femme, lâchez votre mari, lâchez vos amants, lâchez vos maîtresses, lâchez vos espérances et vos craintes, semez vos enfants au coin d'un bois, lâchez la proie pour l'ombre, lâchez au besoin une vie aisée, ce qu'on vous donne pour une situation d'avenir. Partez, allez, partez sur les routes. Un sac de couchage, une tente bivouac, un demi-tapis de sol, un maillot de corps, un caleçon, un pantalon, une fourrure polaire, une veste de montagne, une couverture de survie, un GPS, une boussole, une montre baromètre, altimètre, compas, des cartes, un canif de petite taille, un poignard, une moustiquaire de tulle, un chapeau de toile, une paire de lunettes de rechange, une flûte à bec, un cahier en papier de riz népalais et un stylo, une aiguille et du fil à coudre les chairs, une seringue intraveineuse, une anthologie de la poésie française, un petit dictionnaire de chinois, et c'est tout. Lâchez tout, lâchez dada, lâchez votre femme, lâchez votre mari, lâchez vos amants et lâchez vos maîtresses. Lâchez vos espérances et vos craintes. Semez vos enfants au coin d'un bois. Lâchez la proie pour l'ombre.
une vie aisée. Ce qu'on vous donne, ce qu'on vous donne, ce qu'on vous donne pour une situation d'avenir. Et partez sur les routes. Partez sur les routes. Allez, partez sur les routes. Allez, faites vos affaires. Reprenez vos sacs. Les sacs à dos, les sacs à main, on les repère. Et on ressort de cette salle. Mais sortez de cette salle. Allez, il y a des sorties de partout. C'est ma mère. Allez, foutez-le. C'est le moment, allez. Allez. Bon, alors l'ennui avec le vitalisme physique lorsqu'il n'est pas canalisé, c'est qu'il ne laisse pas l'esprit en paix. La solution. Il m'a fallu 5 ans pour parvenir à l'évidence et dans la poésie. Dire les vers en marchant. Rythmer la récitation. Accorder la stance à la cadence nomade. Peggy dans la steppe, Apollinaire en haute altitude, Shakespeare sous l'orage. Avoir sur soi une anthologie poétique, 300 grammes de papier, c'est idéal. Inépuisable. En outre, le soir, seul, au bivouac, dans la nuit, on peut arracher la page qui a nourri l'âme tout le jour durant et construire avec elle un gentil petit feu, auquel on récite le poème appris. Seul entorse à ma félicité
les erreurs grossières de ma carte allemande. Je me jure de tuer au moins un cartographe à mon retour en le faisant souffrir beaucoup, sans savoir pourquoi je me représente avec beaucoup de précision l'image d'un technicien gras sentant la choucroute chaude et le parfum ranci, travaillant dans un cabinet de cartographie berlinois, traçant par-dessus la jambe sur une feuille au 1/500 millième des routes qui n'existent pas, des cours d'eau fantaisistes, rapportant des villages imaginaires parfaitement indifférents au sort du vagabond qu'il condamne par sa négligence à des bivouacs glaciales sur des plateaux désolés. Allez, ça va. J'avance avec l'espoir que le kilomètre suivant me réservera une heureuse surprise. Ou que la minute d'après m'apportera quelque changement. Ou même que le fil d'une idée me viendra égayant la tapisserie de mes pensées. Mais rien ne varie jamais sous mon ciel, le vent, la steppe, les kilomètres. Je suis piégé dans la répétition identique de chaque seconde. Parfois, les nuages décident de faire un raid sur la terre des hommes. Alors, au vent contraire et à la morne steppe s'ajoute le gris du ciel. Et dans cette permanence des heures et des lieux, je sens autour de moi l'énergie se dissoudre. Comme dans une vie où rien ne laisse penser que le jour à venir différera de la veille. La steppe crée le désert en moi. Tout pareil. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne? Il doit y faire chaud, tu t'y regarderais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau, on dit qu'elle est bâtie de marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière, et le minéral, et le liquide pour les réfléchir. Mon âme ne répond pas. Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de main et les navires amarrés au pied des maisons? Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage. Nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe, marié à la beauté tropicale. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte? En es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. Alors je tiens notre affaire, pauvre âme, je tiens notre affaire. Nous ferons nos mâles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique, encore plus loin de la vie si c'est possible. Installons-nous au pôle. Là, le soleil ne frise qu'obliquement la terre, et les landes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme les reflets d'un feu d'artifice de l'enfer.
mon âme fait explosion. Et sagement elle me crie, n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. N'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Emportez-moi dans une caravelle, dans une vieille et douce caravelle, dans l'étrave, ou si l'on veut dans l'écume, et perdez-moi au loin. Dans l'attelage d'un autre âge, dans le velours trompeur de la neige, dans l'haleine de quelques chiens réunis, dans la troupe exténuée des feuilles mortes, dans l'attelage d'un autre âge, dans le velours trompeur de la neige, dans la laine de quelques chiens réunis, dans la troupe exténuée des feuilles mortes.
Emportez-moi sans me briser, dans les baisers, dans les poitrines qui se soulèvent et respirent, sur les tapis des paumes et leurs sourires, dans les corridors des eaux longues et des articulations. Emportez-moi, emportez-moi, ou plutôt enfouissez-moi. Un brouillard très épais est tombé sur le lac. L'horizon n'existe plus. Je me couvre et pars à pied vers le large. La rive disparaît de la vue au 2e kilomètre. Je marche 2 heures. Seules mes traces me relient à ma cabane. Je n'ai emporté ni boussole, ni GPS, et si le vent se lève et efface les empreintes, je ne pourrai pas retrouver mon chemin. Je ne sais pas ce qui me pousse à continuer. Une force un peu morbide. Je m'enfonce dans le néant. Tel est le désir, habiter l'oscillation. Une force extérieure m'emporte sur la terre avec la régularité d'un battant d'horloge, un coup à l'est, un coup à l'ouest. Je n'ai pas découvert le secret de l'immortalité, sinon mon corps ne vieillirait pas, mais je me suis enfin réveillé de ce cauchemar dans lequel le temps s'enfuyait comme s'il avait commis une faute. En réglant son compte à l'espace, je freine la course des heures. Opération d'alchimiste, je change le sablier en poudre d'escampette. Au tic-tac de l'horloge, je réponds par le martèlement de ma semelle. 1 kilomètre parcouru, c'est 10 minutes de gagné. La marche à pied oppose au rouleau du temps la mesure de l'espace. Le retour est rapide, un vent puissant descend du nord, un orage se prépare. En quelques secondes, la tempête descend des montagnes. Le vent ouvre à coups de dents la plaine de glace. En 10 minutes, la débâcle ruine les efforts de l'hiver pour ordonner le monde.
La glace se disloque. L'eau regagne la liberté. Elle trace des chenaux entre les plaques, submerge les morceaux de banquise. Les ouvertures d'eau libre tranchent de leur anthracite sur les éclats de banquise en déroute. Les rafales brouillent les eaux de risée. Un arc-en-ciel naît à la pointe du cap et trouve appui au milieu du lac. Sous sa courbe s'encadrent des nuées d'ébène massées au septentrion. Les éclairs fusent au moment où le ciel se referme. Seul un ray ensanglante les crêtes boréates. Une ligne qui soutient le socle du plafond d'encre. Je viens d'assister en 10 minutes à la mort de l'hiver. La débâcle a libéré la pulsation du lac. J'installe mon tabouret sur une plaque de banquise et passe la soirée à dériver lentement. Les eaux sont revenues. Les eaux sont revenues. Plus rien ne sera comme avant. Le silence me revient, l'immense silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais la disparition de tout interlocuteur. Pas un souffle. Je perçois un bourdonnement sourd, l'acouphène de la solitude. Question à élucider ces prochains mois. Me supporterai-je moi-même? Puis-je à 37 ans me métamorphoser? Pourquoi rien ne me manque-t-il? Je pousse un hurlement. J'écarte les bras, tends mon visage au vide glacé et rentre au chaud. J'ai atteint le débarcadère de ma vie. Je suis anesthésié par la perspective des jours. Je vais enfin savoir si j'ai une vie intérieure.
Un silence descend du ciel sous la forme de petits copeaux blancs. Être seul, c'est entendre le silence. Je me souviens de mes voyages à pied dans l'Himalaya, à cheval dans les monts célestes, à vélo dans le désert de l'Istiour. Cette joie alors a triomphé d'un col, la rage carnassière à abattre les kilomètres, l'envie de mourir d'avancer. Parfois j'allais tel un possédé, marchant jusqu'au délire, à l'épuisement. Dans le Gobi, je m'arrêtais pour passer la nuit là, m'écroulant sous moi, à l'endroit de mon dernier pas, et repartais le lendemain, sitôt l'œil ouvert, machinalement. J'étais enchaîné à l'obsession du mouvement, drogué d'espace, je courais après le temps, je croyais qu'il se cachait au fond des horizons. Je jouais au loup. À présent, je fais l'ours. Je veux m'enraciner, devenir de la terre après avoir été du vent. L'homme libre possède le temps. L'homme qui maîtrise l'espace est simplement puissant. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Dans la cabane, le temps se calme. Il se couche à vos pieds, en vieux chien gentil, et soudain, on ne sait même plus qu'il est là. Je suis libre, parce que mes jours le sont. D'ailleurs, je me végétalise. Mon être s'enracine. Mes gestes ralentissent. Je bois beaucoup de thé. Je deviens hypersensible aux variations de la lumière. Je ne mange plus de viande. Ma cabane, une serre. Je t'aime, bouteille. Je t'aime, petit canif. Et toi, crayon de bois. Et toi, ma tasse. Et toi, théière, qui fume comme un bateau blessé. Dehors, c'est une telle furie de froid et de vent que si je n'emplis pas d'amour cette cabane, elle risque de se disloquer. Je t'aime, bouteille. Je t'aime, petit canif. Toi, ma tasse. Toi, théière. Dans l'espace de 9 mètres carrés, le corps se meut entre la scie qui pend, le poil brûlant, les poignards et les haches plantées dans les poutres. En ermitage, la dépense d'énergie physique est intense. Dans la vie, on a le choix entre faire travailler les machines ou se mettre soi-même à la tâche. Dans le premier cas, débarrassés de tout impératif d'effort, nous nous dévitalisons. Dans le second, nous mettons en branle la machinerie du corps pour répondre aux nécessités. Les muscles gonflent. Le corps durcit. La peau se cartonne et le visage se cuirasse. Mais caractéristique d'animal de vase et d'alcoolique. Le ventre se relâche et la peau blanchit. Le cœur ralentit. La tension diminue. Confiné dans un espace réduit, j'apprends à faire des gestes lents.
l'esprit lui-même s'assoupit, privé de conversation, de contradiction et des sarcasmes des interlocuteurs. L'ermite est moins drôle, moins vif, moins incisif, moins mondain, moins rapide que son cousin des villes. La cabane est le lieu du pas de côté, le havre de vide où l'on n'est pas forcé de réagir à tout. Comment mesurer le confort de ces jours, libéré de la mise en demeure de répondre aux questions? Je saisis à présent le caractère agressif d'une conversation. Prétendant s'intéresser à vous, un interlocuteur fracasse le halo du silence et s'immisce sur la rive du temps et vous somme de répondre à ce qu'il vous demande. Tout dialogue est une lutte. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouveauté? Pensez-vous que vous à midi, je regarde très attentivement la neige tomber sur les serres. Je tâche de bien me pénétrer du spectacle et de suivre la course du plus grand nombre de flocons. Exercice épuisant. Et dire qu'il y a des gens qui appellent cela de l'oisiveté. Le soir neige toujours. Devant pareil spectacle, le bouddhiste se dit « N'attendons rien de neuf ». Le païen « Que veut dire tout cela ?» Le chrétien « Ça ira mieux demain ». Le stoïcien « On verra ce qui adviendra ». Le nihiliste « Que tout s'ensevelisse ». Et moi, il faut que je coupe du bois. Puis je me couche, après avoir remis une bûche. Il y a dans la capacité d'émerveillement l'un des secrets de l'énergie vitale. Quelques rares êtres parviennent à se maintenir en perpétuel état de reconnaissance devant le cours des choses. Ce n'est pas tellement que leurs yeux se tiennent grands ouverts, c'est plutôt qu'ils deviennent eux-mêmes œil ouvert. Ils regardent de toute leur âme, écoutent de tous leurs yeux et reçoivent de toute leur chair. Quelle est légère cette pensée. Et comme elle prélude au détachement final, on ne se sent jamais aussi vivant que mort au monde.
trop lourd pour aller sur la neige. Sous les arbres de neige profonde, le vent n'appalait jamais. Malgré mes raclettes, je m'enfonce. Les lynx, les loups, les renards et les visons circulent dans la nuit. La tragédie sauvage se lit dans les empreintes, certaines sont perlées de sang. Elles sont les paroles de la forêt. Parfois le cri des jets, et sinon le silence. Ils crient parce que je pénètre chez eux. Personne ne demande jamais aux bêtes la permission de traverser leur domaine. Le froid, le silence, la solitude, le froid, le silence, la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or. Sur une terre surpeuplée, surchauffée, bruyante, une cabane forestière est l'Eldorado. À 1500 km au sud, vibre la Chine. 1,5 milliard d'êtres humains s'apprêtent à y manquer d'eau, d'espace, de bois. Vivre dans les futaies, au bord de la plus grande réserve d'eau douce au monde, est un luxe. Un jour, les pétroliers saoudiens, les nouveaux riches indiens et les businessmen russes qui traînent leur ennui dans les lobbies en marbre des palaces le comprendront. Il sera temps alors de monter en latitude et de gagner la toundra. Le bonheur se situera au-delà du 60e parallèle nord. Quelle légère cette pensée, et comme elle prélude au détachement final. Le bonheur se situera au-delà du 75e parallèle nord. Sous les futaies se déploie une existence éternelle. Le bonheur se situera au-delà du millième parallèle nord. Sur le téléphone satellite, que je réserve aux urgences et n'est pas encore utilisé, 5 lignes, plus douloureuses qu'un coup de fer rouge. La femme que j'aime me signifie mon congé. Pendant 3 heures, j'erre sur la plage. Je suis condamné à demeurer dans ce huis clos plein de canards stupides. Je dois concentrer toutes mes forces à atteindre la prochaine heure. Je me plonge dans la lecture. Dès que je lâche les livres,
Les 5 lignes du message hurlent dans mon crâne. Elle ne veut plus pour homme d'un fétu dans les courants. J'ai péché par mes fuites, mes dérobades et cette cabane. Je ferme les livres et pleure dans le poil de mes chiens. Je ne savais pas que la fourrure des bêtes absorbait aussi bien les larmes. Sur la peau des êtres humains, elle glisse. Je n'ai qu'un pistolet de phosphore pour me faire sauter la cervelle. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost, give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Démesuré, irrésistiblement, je fus toute chose. Des fourmis, surtout interminablement à la file, laborieuse et toutefois hésitante, c'était un mouvement fou. Il me fallait toute mon attention. Je m'aperçus bientôt que non seulement j'étais les fourmis, mais j'étais aussi leur chemin, car de friable et poussiéreux qu'il était, il devint dur, et ma souffrance était atroce. Je tâchais de me reposer sur une autre partie de moi, plus douce. C'était une forêt, et le vent l'agitait doucement, mais vint une tempête. Et les racines, pour résister au vent qui augmentait, me forèrent. Ce n'est rien, mais me crochetèrent si profondément que c'était pire que la mort. Une chute subite de terrain fit qu'une plage entra en moi. C'était une plage de galets, et ça se mit à ruminer dans mon intérieur. Et ça appelait la mer. La mer. C'était toujours des changements brusques. Tout était à refaire. Ça n'en valait pas la peine, ça n'allait durer que quelques instants. Et toujours ces changements brusques. Mourir une bonne fois pour toutes, mais non, on me trouve toujours bon pour une autre vie, et pourtant je n'y fais que des gaffes. N'empêche, on m'en donne aussitôt une autre, où ma prodigieuse incapacité se révélera à nouveau, avec évidence, et toujours et sans cesse.
toujours et sans cesse, toujours et sans cesse. Je rêve d'une petite maison de banlieue avec chiens, femmes et enfants protégés par une haie de sapins. Dans toute leur étroitesse, les bourgeois ont tout de même compris cette chose essentielle. Il faut se donner la possibilité d'un bonheur minimum. Le courage. Le courage serait de regarder les choses en face. Ma vie, mon époque et les autres. La rêverie, la mélancolie, la nostalgie donnent aux âmes romantiques l'illusion d'une échappée vertueuse et passent pour d'esthétiques moyens de résistance à la laideur. Mais que suis-je? Un pleutre, affolé par le monde, reclus dans une cabane au fond des bois. Un couard qui s'alcoolise en silence pour ne pas risquer de croiser sa conscience faisant les 100 pas sur la grève, ni d'assister au spectacle de son temps. Je suis cadenassé dans l'Éden que je me suis bâti. Le ciel est bleu, mais noir. Étrange comme le temps vous retire son amitié. Hier, il glissait, soyeux. Chaque seconde à présent, une aiguille. Avoir 38 ans et être là, sur une plage, à ramper, à demander à un chien pourquoi les femmes s'en vont. Sans Aïka et sans Buck, je serais mort. Je coupe du bois de 16h30 à 18h30 jusqu'à ne plus pouvoir tenir la hache. La vague revient. La vague revient. Les larmes sont tenues en respect par la lecture. À quoi bon s'agiter? À quoi bon s'agiter? J'aurais vécu quand même. J'aurais observé les nuages et les gens. J'ai peu participé. J'ai tout connu quand même. Surtout l'après-midi, il y a eu des moments. La configuration des meubles de jardin, je l'ai très bien connue. À défaut d'innocence, la grande distribution et les parcours urbains, et l'immobile ennui des séjours de vacances. J'aurais vécu ici, en cette fin de siècle, et mon parcours n'a pas toujours été pénible. Soleil sur la peau et les brûlures de lettres. Je veux me reposer. Je veux me reposer dans les herbes impassibles. Comme elle, je suis très vieux et très contemporain. Le printemps me remplit d'insectes et d'illusions. J'aurais vécu comme elle, torturé et serein.
rencontré 2 chiens, je les ai nourris, un jour ils m'ont sauvé. J'ai été libre, car sans l'autre, la liberté ne connaît plus de limite. J'ai bu du thé pendant que le lac rosissait. J'ai tué le désir de l'avenir. J'ai senti l'odeur de la forêt et suivi l'arc de la lune. J'ai peiné dans la neige et oublié la peine au sommet des montagnes. J'ai admiré la vieillesse des arbres, apprivoisé des mésanges, saisi la vanité de tout ce qui n'est pas révérence à la beauté. J'ai jeté un regard sur l'autre rive. J'ai connu des semaines de neige silencieuse et j'ai aimé avoir chaud dans ma hutte pendant que la tempête déchaînait sa rage. J'ai salué le retour du soleil et des canards sauvages. J'ai arraché la chair des poissons fumés et senti la graisse des œufs d'omble me rafraîchir la gorge. Une femme m'a dit adieu, mais des papillons se sont posés sur moi. J'ai vécu les plus belles heures de ma vie jusqu'à la réception d'un message et les plus tristes ensuite. J'ai arrosé la terre de sanglots. Je me suis demandé si on pouvait acquérir la nationalité russe non par le sang mais par les larmes versées. Je me suis mouché dans les mousses. J'ai vidé des litres de poison à 40 degrés et j'ai aimé pisser devant la bourriassie. J'ai appris à m'asseoir devant une fenêtre. Je me suis fondu à mon royaume. J'ai senti l'odeur du lichen, mangé l'ail sauvage, j'ai croisé des ours. Ma barbe a poussé et le temps l'a dévidé. Le ciel s'ouvre enfin, j'agis en russe. Cela faisait 3 ou 4 jours que je me tenais léthargique derrière le carreau. D'un bond, je me lance dehors, les chiens au basque, et le sac sur le dos, 3 jours de provisions dedans. La glace tient encore bon, je saute les failles en prenant une marche de plus en plus grande car l'épaisseur de la glace se réduit sous le rebord des lèvres. Une averse s'abat, je me mets à l'abri dans la forêt des premiers âges. J'enfonce dans les mousses, les rubans de lichen feutrent le dessous des arbres. Le soleil apparaît et tire ses faisceaux dans les vapeurs. Les rhododendrons des daouris diffusent une odeur de vieille femme très propre qui tranche avec les relents des souches et rentrée par les sources. La forêt souffle son haleine. La reine des elfes apparaîtrait avec sa suite, écartant de sa main les rubans de lichen, j'en serais à peine étonné. Au nord s'ouvre une double vallée. Je m'échine dans un pierrier encombré de pins nains. Je m'élève vers 1000 mètres d'altitude. Un replat semble contenir au bivouac. Un orage s'abat tout le long du ciel sur notre terrasse de schiste et de granit. Les éclairs terrifient Aïka et Beck. Je coupe quelques bardeaux de pain nain pour molletonner la terrasse. Puis 3 heures durant, tente de faire partir un feu de bois gorgé d'eau. Quelques pages du neveu de Ramon finissent par prendre. Une flamme anémique s'élève d'un petit tas d'écorce râpée séchée contre ma peau. Le feu, pauvre animal blessé par l'orage. Je le fais grandir, brindille par brindille. La flamme vacille, j'ai des émotions de réanimateur cardiaque. Elle gonfle, c'est la victoire. Je souffle à m'étourdir et obtiens un brasier. Les chiens viennent se réchauffer à ces lueurs. Je monte la tente pendant que la tempête s'acharne sur la montagne et sur ma paroi de nylon. Puis le vent tombe, l'orage passe, les étoiles reviennent, les braises sont tenues. Je réanime le feu et me couche, une fusée anti-ours amorcée près de ma tête. La porte est précisément l'endroit où on a l'impression se frappe. C'est-à-dire sur vous avez les chemins du Moyen-Âge qui sont indiqués en pointillés, vous avez des sentiers de randonnée qui correspondent aux très vieilles routes commerciales. Puis vous avez le dessin des nouvelles routes, et tout ça sur le même parc. Vous avez la compression, et le sol est le résultat de la relation des êtres vivants et les roches du sous-sol. Il contient des minéraux, des êtres vivants et des restes d'autres vivants. Les producteurs primaires du sol, les minéraux pour retrouver de la matière organique, ainsi que de la matière organique. La matière, c'est ce que l'on peut sensibiliser de lumière. C'est d'ailleurs parce que la culture de lumière, le soleil, je dis pour bien, au-dessus des forêts de Chérie. Moi, je n'ai pas un bailleur qui m'a vraiment poussé à l'enquête de la menace. C'était le Montmartre traversé par des raies de soleil. Et puis tout change, tout se recommande, au fur et à mesure en avance. Encore une fois, c'est pas très bien ouvert, c'est pas très bien ouvert. Ce qui peut être la définition d'une défense du voyage.
convulsé dans les herbes. Hein? Tu as convulsé dans les herbes. Ah, ça dure jamais très longtemps. 30 minutes tout de même. Combien? 30 minutes celle-là. Ah. Pas beau à voir. Pas agréable, non. Il marchait sur un pied sans savoir où il poserait l'autre. Au tournant de la rue, le vent balayait la poussière et sa bouche à vide engouffrait tout l'espace. Il se mit à courir, espérant s'envoler d'un moment à l'autre. Mais au bord du ruisseau, les pavés étaient humides et ses bras battant l'air n'ont pu le retenir. Dans sa chute, il comprit qu'il était plus lourd que son rêve et il aima depuis le poids qu'il avait fait tomber. C'est l'épilepsie, le mal noir. Les fractures de mon crâne favorisent ces crises. Une envie de mourir. C'est une tache noire qui envahit l'être, comme l'encre de la sèche en nuage l'eau de mer, comme une bête. Pas comme une belle créature marine, comme une bête affreuse. Une crise d'épilepsie, cela consiste à s'auto-électrocuter le cerveau, à gêner son entourage, à sortir de soi et à y revenir plus triste encore qu'auparavant. Mais ça va là. Ah oui, ça va. Longtemps j'ai batifolé sur les toits, je grimpais sur les bâtiments, je me prenais pour un alpiniste des villes. Et dans mes yeux d'enfant tardif, les cathédrales étaient des Himalayas. J'aimais la compagnie des gargouilles, vadrouillais sur les corniches, rentrais par les fenêtres, me rétablissais sur les toits. À Paris, le zinc, la tuile, l'ardoise composaient une mosaïque, ma géographie intime. Les concierges étaient mortes, j'avais horreur des digicodes, j'en étais réduit à gravir les façades. Après tout, comme disait Renan, il faut chaque jour quelque chose qui me mette au bord de l'abîme. Ce soir d'août à Chamonix, j'escaladais la maison de mes amis. La chute ne fut pas glorieuse, j'avais bu du vin de Savoie et dans ma chute et dans mon ivresse, je crus que j'allais délicatement rebondir sur un buisson de pétunia. J'étais tombé du rebord de la nuit et m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombé sur un tas d'os. Je disposais jusqu'alors d'une machine physique qui me permettait de vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens. Tous les voyants d'alerte sont au rouge, mais la machine taille sa route. Une vie sur la route pour en arriver là. On m'avait ramassé, à l'hôpital tout m'avait souri. J'étais revenu à la vie. On m'avait sauvé. 4 mois plus tard, j'étais dehors, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, les poumons cicatrisés, le ventre paralysé, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. Mon accident m'avait affligé d'une paralysie faciale. Mon visage avait subi un glissement de terrain. J'avais pris 50 ans en 8 mètres. La vie allait moins swinguer. Rééducation. Rééducation. Un médecin m'avait dit l'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. Dans mon lit d'hôpital, j'avais rêvé au bivouac. Je m'étais imaginé sur les chemins de pierre et je m'étais vu fendre les herbes d'un pas de cheminot. Le rêve s'évanouissait toujours quand la porte s'ouvrait. C'était l'heure de la compote.
une vie sur la route pour en arriver là. Rééducation. Rééducation. Je n'aimais pas ce mot rééducation. Se rééduquer, cela commençait par ficher le camp. Ne pas tressaillir au soubresaut de l'actualité. Réserver ses colères. Choisir ses levées d'armes, ses goûts, ses écœurements. Demeurer entre les murs de livres, les haies forestières, les tables d'amis. Se souvenir des morts chéris. S'entourer des siens. En somme, se détourner. Mieux encore, disparaître. Bientôt, nous nous réfugierions dans les bois. Nous serions liés aux bêtes, aux forêts, à l'amitié, à nos morts et à nos livres. Nous serions déliés des machines. Nous couperions le bois, viderions des seaux de vin, ferions l'amour et lirions des poèmes. Et nous serions vivants parce que déconnectés. Une seule chose était acquise. On pouvait encore partir droit devant soi et battre la nature. Il existait des vallons où s'engouffrait le jour sans personne pour indiquer la direction à prendre. Et on pouvait couronner ces heures de plein vent par des nuits dans des replis grandioses. La carte entière se veinait de ces artères. C'étaient des chemins noirs. Ils ouvraient sur l'échappée. Ils étaient oubliés. Le silence y régnait. On n'y croisait personne. Et parfois la broussaille se refermait aussitôt après le passage. Certains hommes espèrent entrer dans l'histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. Il fallait les chercher. Il existait des interstices. Il demeurait des chemins noirs. De quoi se plaindre?